Bonjour et surtout merci à ceux qui ont résisté à la période estivale pour venir regarder un projet. Donc ce projet, comme le dit Martin, j'avais envie de l'aborder sur la question de l'amusement en architecture. C'est-à-dire que tant que vous passerez votre temps à vous amuser en architecture, vous pourrez continuer à être architecte. Le jour où vous ne vous amuserez plus, faites autre chose. J'insiste là-dessus parce que en fait, un projet d'architecture, on sait comment ça commence, on sait surtout quand ça commence, rarement quand ça s'arrête. C'est soumis à multiples problématiques, rebondissements, et l'histoire de ce projet particulier de Brazza en est l'exemple, et on n'a toujours pas fini aujourd'hui. Donc, j'avais envie de vous le présenter sous 5 aspects. Le premier qui consiste en l'enthousiasme initial d'un projet d'architecture. Quand on vous dit que vous êtes retenu pour une opération, vous devenez quasi immédiatement le cousin d'un marsupilami. Donc vous êtes plein d'enthousiasme, vous allez sur site, vous avez plein d'idées, plein de choses qui vous viennent à l'esprit. Donc ça donne cette première étape du projet, donc que je vais vous montrer maintenant, qu'on a appelé la faisabilité. Donc le Brazza A8G29, d'un nom très poétique, qui devient aujourd'hui, sous l'impulsion du promoteur, les ateliers. C'est pas beau ça? Donc on est sur, vous voyez le terrain qui est juste derrière la vigie du pont Bacalan-Bastide. Donc c'est, hop là, voilà. Nous, on est le petit carré rouge ici, et c'est une gigantesque opération menée par Youssef Tomé, urbaniste, qui vient du Liban et qui a déjà œuvré à un certain nombre de plans d'urbanisme, beaucoup en Europe, et surtout en Europe de l'Est. Et il a amené sur Bordeaux une vision un petit peu différente, et une vision sur l'histoire industrielle de ces quais. Parce que tout le quai de Brazza était dédié au début à une zone industrielle. Donc on a encore aujourd'hui les stigmates de la pollution à cet endroit-là. C'est aussi pour ça que je vous disais que la joie des projets, c'est aussi ça, c'est qu'aujourd'hui on est arrêté parce que la dépollution est en cours depuis 2 ans. Donc on nous a appelés en 2014 pour nous dire c'est pressé, Monsieur Juppé en a besoin, vous avez 6 mois. Donc super, les projets courts c'est plutôt pas mal, c'est motivant. Et donc on a commencé comme ça. Donc on a commencé un peu, ce que j'ai retenu moi de ma collaboration avec Jean Nouvel, c'est et que je faisais sans le savoir et qui s'est concrétisé par ce qu'il m'a raconté, c'est que c'est le contexte qui définit l'architecture et rarement l'inverse. Donc dans tous mes projets, moi je passe déjà une journée entière sur place, du matin tôt à tard le soir, pour voir comment ça se passe, les bruits, les odeurs, l'ensoleillement, les gens qui passent, les voitures, la circulation. C'est riche d'enseignements pour le projet. Donc là, vous avez une analyse du site. Donc nous, on est toujours le petit carré rouge. Donc on est venu sur une friche industrielle. Aujourd'hui, il n'y a rien. C'est un terrain vague qui fait, je crois, 3 hectares, un truc comme ça. Donc nous, on est une petite pastille au milieu de cette immensité. Donc, on est sur un territoire en devenir. Nous, on voulait s'inscrire dans le paysage qui est le maître mot du plan d'urbanisme de Youssef Tomé. Et on a décidé aussi d'occuper une frange du territoire et d'assumer son insularité. Notre projet devait partir dans les premiers avec celui du Youssef Tomé juste à côté que vous verrez. Donc aujourd'hui, on n'en est pas là, on n'est toujours pas parti, mais on continue à travailler avec des modifications que vous allez voir arriver. Donc l'analyse du site, ce que je vous disais tout à l'heure, première chose, l'ensoleillement, c'est important. L'environnement, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez aller chercher dans un projet autour du site, parce que on peut catapulter un objet un peu comme cet œil au milieu d'un champ, pourquoi pas, mais ça, il faut être doué, il faut avoir du talent ou de la renommée pour pouvoir se permettre de poser une chose comme ça et de l'assumer. Après, on a des projets de logement qui sont de l'architecture que moi j'appelle domestique, et c'est pas du tout péjoratif. L'architecture domestique, elle n'a pas cette vocation, pour moi, à mon sens, d'être ultra démonstrative et ultra fière d'elle-même et de se montrer comme ça.
Et ça tombait bien parce que le projet de Youssef Tomé, lui, ce qu'il voulait, c'est justement qu'aucun architecte ne fasse montre d'architecture et que tout l'ensemble du quartier soit homogène. Donc il en avait défini les matériaux, il en avait défini les couleurs, les menuiseries, les choses comme ça. On avait une base de données de départ avec des terrains et des typologies différentes dans lesquelles on devait s'insérer. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Mies van der Rohe, je ne l'ai jamais quitté. J'ai failli arrêter l'architecture à cause de lui. Devant la villa de Farnsworth, je me suis dit on n'arrivera jamais à faire mieux, donc arrêtons, faisons autre chose. Et puis finalement, non, à force de voir les archives, toutes les photos d'archives, etc., je me suis dit non, ça vaut le coup. On fera peut-être pas aussi bien, mais on essaiera quand même de faire quelque chose. Donc pour ce bâtiment-là, on était dans une zone industrielle où on nous demandait d'avoir des bâtiments sans identité, mais la seule identité possible était un registre industriel. Alors vous imaginez bien que faire du logement dans un registre industriel, c'est presque schizophrénique. Normalement, ça ne devrait pas fonctionner. Et finalement, à force, on arrive à trouver des langages communs entre l'industrie et le logement. Donc là, on était dans une urbanité extrêmement dense, donc avec des vis-à-vis et des points de vue très très serrés. Donc effectivement, le travail de Mies van der Rohe à Chicago sur le Lakeview notamment, l'image du milieu, on m'avait donné l'idée qu'on pouvait faire ça. Donc ensuite, on travaille sur la volumétrie. Au début, ça n'est que des schémas. On avait une parcelle extrêmement dense, très compacte, qui fait 31 mètres par 25 mètres de largeur, 40 mètres, une espèce de trapèze, pas simple, mais très épais. Donc on a trouvé au début la seule possibilité d'avoir des logements au milieu, c'était de commencer à le creuser. Alors toute la question, c'est comment on creuse un parallélépipède. Donc on essaye de se raccrocher à ce qui est autour, des tracés régulateurs, des choses comme ça. Hop. Ensuite, on arrive à la géométrie. La géométrie, elle est importante dans les projets, enfin en tout cas dans les miens. C'est qu'à un moment donné, chaque ligne, pour moi, est à sa place si on ne la voit pas. Le meilleur détail pour moi, c'est celui qui ne se voit pas. Voilà, où tout a l'air à sa place, neutre, sans affect. Donc ensuite, on a travaillé la matière. Qu'est-ce qu'on avait comme matière disponible autour? Donc ça, je vous rappelle, on est dans le cas du Marsupilami, on est tous super contents, on s'emballe. Donc on est dans une architecture qu'on avait choisi d'être métallique. Alors pour du logement, vous allez me dire, c'est juste pas possible. Mais je ne renonce pas un de ces jours à pouvoir faire du logement en métal. Il suffirait qu'on soit plusieurs à pousser dans ce sens-là, qu'on y arrive un petit peu à faire modifier les règles de sécurité incendie et pourquoi pas de bouger les industriels avec nous. Donc en fait, nous, ce qu'on avait proposé, c'était de faire entrer le paysage de la Garonne sous le bâtiment, donc on avait tout levé. Donc là, on s'est pris le premier écueil de Youssef Tomé qui ne voulait que des bâtiments ancrés. Donc on est passé à autre chose après. Ensuite, on avait ce cœur d'îlot, comme je vous l'ai dit, c'est un bâtiment extrêmement compact et très dense, donc c'est très bien pour le HQE, mais c'est pas très bien pour la lumière. Donc on avait envie d'avoir au cœur du bâtiment d'abord une faille qui traverse ce bâtiment, et puis une espèce de lieu d'activité et de vie pour qu'on s'y retrouve, qu'on s'y promène. Et ensuite, on avait le secret espoir de pouvoir, sur la partie cour, de mixer du logement avec des activités tertiaires ou libérales. C'est-à-dire qu'on avait imaginé que, donc c'est une typologie, parce que je voyage beaucoup en Afrique aussi, une typologie que j'adore là-bas, qui est possible là-bas, donc forcément possible ici, j'essaye encore de la développer, qui est en fait du commerce à tous les étages. C'est-à-dire que vous avez des bâtiments entiers qui sont dédiés au commerce, et donc vous avez les vitrines directement sur les coursives. Donc vous allez me dire, oui, le climat, tout ça, mais bon, à Bordeaux, on n'est quand même pas au pôle Nord, donc je pense qu'un jour ce serait possible. Donc on avait proposé d'ailleurs au P4, au bassin à flot, de faire ça, et ça n'a pas été suivi, mais un jour on va y arriver. Donc voilà, on avait cette espèce de dialogue qu'on aurait souhaité développer entre, je sais pas, un webmaster et quelqu'un qui est en bas, un comptable, un dentiste, des choses comme ça. Ça ne s'est pas fait. Donc la parcelle, après, il faut y mettre du logement. La parcelle très compacte, donc vous implantez d'abord au milieu un trou, on va dire comme ça, un espace vide, et on a travaillé... comme on avait des linéaires de façade pas si importants que ça par rapport au nombre de logements qu'on nous demandait, la seule typologie possible, et ça tombe bien, on est à Bordeaux, c'est celle des typologies de logements très étroits et plutôt profonds, de l'échoppe.
Donc c'est une typologie qu'on avait déjà travaillée dans les logements de ce nom avec Jean Nouvel, et qui finalement fonctionne plutôt très bien quand on veut bien la réinterpréter au XXIe siècle, et ça fonctionne assez bien. Donc là, on a un volume qui définit, selon moi, la trame du logement. Donc on n'est pas déjà à décider qu'est-ce qu'on va faire dans ces logements, mais on sait à peu près l'allure que ça aura. Ensuite, on définit le rapport aux façades. Donc nous, en début de projet, on était plutôt sur du verre, mise en derro, métal, etc., avec un contraste qu'on souhaitait en cœur d'îlot sur plutôt un rappel des cours que vous connaissez peut-être pour certains, les passéos cubains. Alors, pourquoi les passéos cubains? Je vous invite à aller vous renseigner sur cette typologie, qui est un endroit de sociabilisation et de société. C'est-à-dire qu'ils ont cet espace, vous voyez dans la photo ici. C'est un espace de la maison qui est un espace... Nous, on met le balcon plutôt sur la rue, et bien eux, ils mettent le balcon plutôt sur l'intérieur. Et ça crée des gigantesques atriums où les gens se parlent de balcon à balcon, mais par l'intérieur. Alors eux, c'est juste parce qu'ils ont un climat extrêmement chaud. Ça leur permet d'être à l'abri du soleil et à l'ombre. Mais c'est le lieu où on peut... c'est comme une gigantesque coursive de 3 mètres de profondeur. Et on peut les fermer simplement avec des volets en bois, des petites persiennes. Et quand vous êtes ouvert, vous êtes disponible à la discussion. Et quand c'est fermé, vous n'y êtes pas. Vous pouvez être chez vous, mais vous n'avez pas envie de parler. Et donc c'est un peu ce que l'on a essayé de remettre en place, ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc tout ça, c'est un foisonnement d'idées. On ne savait pas trop ce qu'on allait en faire. Hein. Au début, il faut surtout pas vous brimer. Vous prenez tout ce qui passe et puis vous le compulsez comme ça et vous verrez bien ce qu'il en sortira. Mais si dès le départ vous vous comprimez dans le PLU, les machins, le truc, vous n'allez pas vous en sortir et pas faire d'architecture. Donc là, nous, on a tout jeté par la fenêtre, ce qu'on avait en idée. Donc ça, c'est l'étape 1, marsupilami. Étape 2, c'est un peu plus tard. On est, vous voyez, FESA numéro 9, c'est-à-dire qu'on en a fait 9 entre celle que je vous ai montrée au début et celle-là, qui n'est toujours pas le projet final. Donc, parce qu'il y a des événements, des choses, l'urbanisme négocié de la ville de Bordeaux, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes qui s'ajoutent au fur et à mesure, qui sont multiples, soit les élus, soit les... Enfin bon, ça vient de partout, et il faut s'adapter. Donc, on nous a dit, en fait, le côté industriel qu'on souhaite, c'est un empilement de blocs qu'on souhaiterait qu'on retrouve sur tous les bâtiments, un empilement avec des strates, un bâtiment strate, et pas un bâtiment vertical. Donc, vous vous rappelez, mon projet mise en derro, tout vertical, ça marche pas. Donc aujourd'hui, on nous donne cette contrainte, donc on cherche un peu qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, un langage industriel, l'idée, les containers, on regarde un petit peu. Et finalement, on se dit, non, c'est un peu trop littéral, on va pas faire du container parce qu'on est à côté du port de Bordeaux, on va réfléchir et voir sur ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce que c'est l'industrie, mais pas forcément en France, qu'est-ce que c'est un bâtiment industriel, et moi j'avais dans l'idée de ces warehouses qu'on trouve à Londres, qui sont juste des hangars commerciaux, des vastes espaces, et beaucoup ont été transformés en logements. Donc, on est sur un langage industriel, on est sur un changement radical, on n'est plus sur du métal et du verre, on est sur un autre matériau que j'affectionne particulièrement à cause du mise en derro ou pour mise en derro, qui est la brique. La brique qui n'est pas un matériau facile à utiliser. Donc, soit vous êtes dans la surface, soit vous êtes dans l'assemblage, et l'assemblage, il a forcément une contrainte, soit vous fabriquez un décor, soit vous fabriquez un relief. Et là, tout de suite, ça prend forme, ça avec le soleil, les éléments saillants, etc. Ça commence à produire des choses. Et ensuite, on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait convenir à du logement? Quelle est la contrainte principale du logement? Quand on a une lanière très profonde, ça va être l'éclairement, forcément. Comment on arrive à éclairer le milieu de la pièce, puisque chaque logement fait presque 20 mètres de profondeur. Donc, on a décidé, dès le départ, on a un peu provoqué, en disant, nous, les règles HQE, on peut pas se le permettre sur ce bâtiment-là, on peut pas accepter d'avoir 29% de surface vitrée. Et en fait, pour chaque logement, on a quasi 100% de la surface vitrée en façade.
Et bizarrement, une fois qu'on fait tourner le modèle HQE, eh ben ça fonctionne quand même parce que le bâtiment il est extrêmement compact, extrêmement dense. Du coup, d'une contrainte ou d'une impossibilité, le modèle fonctionne quand même. Donc, on est passé du métal à la brique. Il suffit pas de le dire, après il faut le faire. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans un logement qui pourrait être en borne comme ça? C'est le rapport au paysage et le rapport à la fenêtre. La fenêtre, pour moi, c'est pas uniquement un objet qui vous sépare du vent, du froid, etc. C'est un objet où on vit derrière, donc où on doit se sentir bien avec, qui doit avoir des fonctionnalités différentes, et on ne peut pas, à mon sens, avoir la même fenêtre dans un séjour que dans une chambre, etc. C'est une typologie à part entière qu'il faudrait réinvestir. Donc je suis assez fascinée par le bâtiment que je vois là-bas, c'est que la façade, c'est un vrai travail de menuiserie. La menuiserie, c'est pas juste deux vantaux à la gomme. Ça, le promoteur, il va vous le dire, hein, c'est mieux deux vantaux, c'est beaucoup plus simple. Là, il a commencé un peu à flipper. On a trois typologies différentes. Donc on a remarqué que dans les warehouses, on a un traitement très particulier du rez-de-chaussée qui est beaucoup plus haut. Ensuite, on a des menuiseries à petits bois. Ensuite, à l'intérieur, on a souvent une allège. Et après, on avait des châssis qui s'ouvraient ou qui se fermaient en partie haute juste pour des questions de ventilation. Donc là, on est dans de la typologie industrielle, absolument affectée à la chose qui s'y passe dedans. Comment on transforme ça pour le logement? Donc, on a commencé à regarder quelles étaient les proportions par rapport à nos logements qui seraient la mieux. Donc là, on est encore dans l'expérimentation, on ne sait pas où on va. Hein. Donc on s'est dit, à ce moment-là, en bas, il faut avoir un maximum de lumière, et plus on va monter dans les étages, moins on en a besoin, puisqu'on a plus de masques, on a plus de choses comme ça. Donc on a décidé de travailler sur des menuiseries de moins en moins denses, ou de moins en moins en pourcentage d'occupation de la façade. Donc ça, c'était encore au début. Après, dans quel interstice, faut décider à quel moment on est sur des loggias ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment un travail sur l'épaisseur de la façade. Parce que vous imaginez bien qu'une warehouse, c'est pas très sexy, c'est pas très tout ça. Mais il faut qu'à l'intérieur, on ait des qualités qui sont pas des qualités d'usage industriel, c'est des qualités d'usage de logement. Donc c'est un peu différent. Donc maintenant, il fallait synchroniser la question de la warehouse, de la brique, de la trame, c'est des façades hyper tramées, de la menuiserie et de la strate. Donc là, déjà, vous avez trois contraintes qui se cumulent et qu'il faut résoudre dans un seul et même bâtiment. Donc on fait des essais, c'est des plots qu'on démonte, qu'on bouge pour lui donner une forme. Ensuite, on travaille sur la matière. C'est-à-dire comment on habite dedans, dehors, quelle strate on met à quel endroit. Tout ça, c'est encore expérimental, on ne sait pas où on va. Hein. Donc comment on vit à l'intérieur. Donc là, on a une autre typologie qui est celle des châssis intégrés dans un autre ensemble vitré. Ensuite, on s'était dit qu'on pouvait, sur un étage, prendre un motif, reprendre un décor qu'on trouvait dans les frontons des grandes industries. Pourquoi pas? Et ensuite, comment on intègre la couleur? Parce que la couleur, elle était imposée, on était dans les bruns. Voilà. Tout le monde avait un bâtiment brun. À vous de vous débrouiller avec le matériau. La seule contrainte, c'était celle-là. Après, le brun, c'est vaste. On peut. Donc nous, on a commencé à faire des essais, d'abord en noir et blanc, et puis après, on l'a passé en couleur. Parce que la couleur, c'est une contrainte en plus. Quatrième contrainte. Donc vous voyez bien que à chaque fois, suivant comment vous les empilez, on n'est pas du tout dans le même ressenti global du bâtiment. Donc on a commencé à travailler comme ça. On n'était pas très contents. Après, vous voyez, juste la couleur, ça change tout. Soit vous êtes un peu plus léger, soit vous vous plombez. Donc la couleur aussi, donc moi je travaille souvent avec Nathalie Sacco de Franchi, qui est l'ancienne graphiste de Jean. Nouvelle, pardon. Excusez-moi. Et voilà, donc elle a ce travail particulier sur la couleur de son expérience avec Nouvelle, et moi c'est quelque chose que je pressens qui est très compliqué à gérer. Et il y a des gens il y a des musiciens qui ont l'oreille universelle, et Nathalie pour moi elle a l'œil universel. C'est-à-dire qu'elle, là où vous voyez 3 nuances de gris, elle en voit 100.
Et donc du coup, c'est vraiment un ensemble complet. Donc la matière, les menuiseries, la couleur et la volumétrie. Et ça, c'est quelque chose que je fais systématiquement dans tous mes projets. Hop, donc vous voyez, pareil, hop, la couleur, ça change tout. Donc ici, vous avez le bâtiment de Youssef Tomé, qui était supposé être à côté de moi, un autre à lui aussi, et nous, on était là. Donc l'ensemble, d'après lui, devait être parfaitement homogène. Donc on avait un petit intrus ici, mais après ça s'est lissé. Mais l'idée, c'était, voilà, même si vous avez des matériaux différents, globalement, on doit rester dans le même univers. Donc là, pareil, la question, c'était ce qu'on fait. Vous voyez, juste une couleur, ce que ça peut changer quand vous avez un voisin. Là, on s'était calqué sur notre voisin, et là, on respectait les couleurs qu'il avait demandées. Donc ne négligez pas la couleur dans vos projets, c'est important. Donc ensuite, on pensait être sauvé, on s'est dit bah super, le projet est validé par Youssef Tomé, validé par la mairie a priori, donc on enchaîne, on développe. Donc là on est dans on n'est plus le frère du Marsupilami, on est le cousin du Marsupilami, donc on commence à développer des choses, on rentre dans le détail. Donc on commence à détailler ce que c'est que d'habiter derrière ces façades, d'habiter derrière ces briques, ces menuiseries. Donc là, on est, le principe que je vous disais tout à l'heure, sur une dégradation de la menuiserie. Donc vous êtes sur des petits bois en bas, toujours en bois mais moins dense. On avait 2 étages pareil, et après on passe sur du métal. Donc le métal reprend la même trame d'en bas, auquel on supprime simplement un petit bois. Et en fait, le travail, c'est juste de trouver, on a la même surface vitrée, la même surface de menuiserie, et de trouver une variation sur la façade pour pas que ce soit non plus trop austère. Ça l'est quand même. Donc voilà, ensuite on travaille sur des stores, hein. Ça peut paraître pas grand chose, mais ça peut apporter des petites tâches un peu sympathiques. Donc après, on définit effectivement comment on habite derrière ces endroits-là. Est-ce qu'on est sur loggia, est-ce qu'on est sur balcon, est-ce qu'on n'a pas de balcon? Quand on n'a pas de balcon, qu'est-ce qui se passe? Donc là, en bas, c'est un espace qu'on avait travaillé avec Nouvelle sur ce nom aussi, qui était une loggia, un jardin d'hiver en fait. Donc on avait la façade thermique en retrait et une typologie de châssis avec des verres un petit peu différents sur l'extérieur. Donc là, on développe jusqu'au détail. Hop, comment ça se passe quand on habite en cœur d'îlot? Qu'est-ce qui peut se passer? Donc là, vous me dites, mais il est chiant son projet parce que toutes les façades sont pareilles. Oui et non. Oui, ça peut paraître extrêmement rigoureux et sobre, mais c'est le principe de la warehouse. On tient une façade extrêmement tramée et on travaille sur l'autre sens. Et après, c'est là qu'on va rigoler. Donc là, après, vous êtes sur des typologies de menuiserie intérieure un petit peu différentes, suivant les étages. Hop, je vous passe ça. Donc là, on est quasiment 2 ans, l'air de rien, après le démarrage de l'opération. 2 ans. Et arrive une bombe atomique. On passe en présentation à Bruno Fortier. Bruno Fortier, c'est l'architecte conseil de la ville de Bordeaux, que vous voyez une dernière fois déposer votre permis de construire. Donc normalement, quand vous accédez à Bruno Fortier, normalement tous les voyants sont au vert. Donc on accède à Bruno Fortier, on y va, on lui présente le projet, et là, normalement on aurait dû être un petit comité de 3-4 personnes autour de Bruno Fortier. En fait, on s'est retrouvé en conseil municipal, je ne sais pas comment. Donc il y avait des élus, il n'y avait pas monsieur Juppé, mais il y avait des élus, de droite et de gauche, on ne sait pas où ils viennent, et on présente le projet quand même, et ceci et cela, et là, ça commence à débattre. Donc les gens, vous ne savez pas qui c'est. Ça peut être, je ne sais pas, un député de l'opposition, ou des gens comme ça, et en fait, vous êtes victime, j'allais dire presque ça, d'un débat politique autour d'un projet qui est celui de Bras, entre ceux qui veulent le faire, ceux qui veulent pas le faire, et ceux qui veulent pas le faire trouvent tout pour vous démonter votre projet. Et donc là, on nous a dit, ah ouais, mais non, mais c'est super dense votre truc, on se croirait à Paris.
C'est pas possible. J'aurais dit, mais les Parisiens, ils sont pas morts, ils vivent plutôt bien dans les petites cours. C'est une typologie particulière et ça peut fonctionner. Ah oui, non, mais à Bordeaux, c'est pas possible, vous comprenez, on veut pas devenir Paris. Je suis, ah bon, vous n'avez pas remarqué. Et on nous demande de créer une faille. Donc vous vous rappelez, le projet, il était entièrement fermé sur toutes ses faces. Et là, on nous demande d'ouvrir une faille sur tout le bâtiment. Donc là, oups, parce que normalement, la warehouse, elle est unique sur tout son périphérie, toute sa périphérie. Et là, on va me la couper au couteau au milieu. Donc là, on sort un petit peu dépité, on se dit, mais ça va pas fonctionner, comment on va faire? On a perdu tout le bazar. Le patio qu'on voulait un petit peu intimiste sort dehors, de fait, puisque vous allez le voir dans les failles. Donc, c'est pas très grave, les architectes sont toujours, j'allais dire optimistes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, continuez à rigoler, parce que sinon, vous allez mourir. Donc on s'est dit, bon, mais c'est pas grave, ok, c'est une contrainte de plus que tous les autres, et on va essayer de jouer avec. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc on s'est dit, ce qu'il faut pas perdre du projet, c'est cette typologie en longueur, parce que ça fonctionne. Ça c'est pareil, on nous a dit, oui, non mais ça va jamais marcher. Donc on a fait des maquettes, on a fait des trucs. Ah oui, ça marche. Bon, c'est bien, ça marche. Donc il fallait pas le perdre, parce qu'on avait toujours un bâtiment extrêmement dense, donc avec des projets tout en... Donc c'est une imbrication de logements. Hop. Donc chacun a toujours au moins 2 façades. C'est aussi une typologie que j'essaie de travailler souvent, c'est les logements traversants. Toujours avoir deux possibilités soit d'être sociabilisé, soit pas. Voilà, c'est quelque chose que je trouve important. Donc voilà, là ce bâtiment normalement il montait jusqu'en haut. Hop, celui-là il montait jusqu'en haut et on avait quand même un espace central qui était intéressant avec des coursives extérieures. Donc là aujourd'hui, hop, on me dit bah ça tu enlèves, ça tu enlèves. Au début, ils voulaient descendre beaucoup plus bas, il fallait enlever jusqu'au premier étage. Donc on a un peu négocié quand même en leur disant que c'était pas jouable, qu'on n'allait pas non plus avoir un U, parce que c'est pas l'idée. Ce que vous voulez Youssef Tomé, c'est des bâtiments compacts. Donc on reprend notre warehouse, on essaye de voir si en lui en enlevant un morceau, ça fonctionne quand même. Donc on s'est dit à la limite pourquoi pas, ça peut fonctionner encore. Et en fait, on s'aperçoit qu'en lui enlevant un bout, ça continue à marcher. Donc là, on était content. Donc là, nous sommes en 2016, nous arrivons en 2017, soit 3 ans après le démarrage. Donc on continue à développer ça, on refait tout le projet 12 000 fois, les typologies, les façades, les matériaux, les menuiseries, tout, on refait tout. Et on nous dit, bah écoutez, c'est bien, vous allez pouvoir revoir Monsieur Fortier pour déposer votre permis de construire. Donc on revoit Monsieur Fortier, donc cette fois il n'était que 3 ou 4, certes. Mais là on vous dit, alors en fait on a une mauvaise nouvelle, ou une bonne nouvelle. Je dis, bah commencer par la bonne. Donc la bonne nouvelle, c'est que Monsieur Juppé a pris une décision, je suis bah, super. Moi a priori je m'en fiche un peu, mais... Et la mauvaise nouvelle, c'est que en fait Brazza n'est plus brun foncé, Brazza est beige. Et alors là, vous avez beau avoir le sens de l'humour, je vous jure que vous finissez par le perdre. Donc, comment on passe d'un bâtiment warehouse londonien plutôt brun, parce que c'est pour ça qu'on l'avait choisi, à un bâtiment londonien industriel beige, sachant que le beige, c'est absolument la couleur la plus redoutée des industriels. Donc, comment on essaye de faire un bâtiment industriel beige? Parce que beige, c'est la couleur de la pierre de Bordeaux, et il fallait, en front de Garonne, pour que personne n'ait peur, on n'ait pas des bâtiments foncés, mais des bâtiments clairs. Donc là, vous rentrez, vous allez boire un coup avec les copains, vous en discutez, et puis après, le lendemain, vous essayez de vous en remettre. Parce que qu'est-ce que ça implique? Ça implique tout simplement ça, c'est-à-dire que la brique, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas un matériau simple à utiliser. La brique étant issue de matière minérale, vous avez toutes sortes de nuances dans la brique. Donc suivant comment vous assemblez des briques, et les couleurs et les terres que vous choisissez, les provenances et les origines, vous allez obtenir soit une catastrophe, soit un truc bien. Donc là, on a fait une multitude de tests, avec des pourcentages de briques différents, pour savoir quelle était la teinte qui allait, alors sans tomber dans la pierre de Bordeaux qu'on n'arriverait jamais à copier avec de la brique, parce qu'à un moment donné, on nous demande de faire de l'imitation de pierre avec de la brique. Je dis, mais c'est juste
c'est impossible à faire. La brique, elle a ses caractéristiques propres et la pierre, elle est sienne. Donc faut pas essayer de singer l'une avec l'autre, ça ne marchera pas. Donc à un moment donné, on a essayé de trouver un compromis entre des dosages de gris, de beige et des choses comme ça. Mais ça nous a pris un temps fou. On a des multitudes de briques à l'agence, on ne sait plus quoi en faire. Si vous voulez monter un barbecue, je les cède volontiers. Donc voilà, donc on reprend les études, on reprend les recherches de matériaux, comment on va faire, quel fournisseur. Parce que là, on était parti sur des briques plutôt du Nord, parce que les pays du Nord sont plutôt dans les briques brunes. Et au Sud, il y a de moins en moins de briques. Et on s'est arrêté plus ou moins au milieu à la Belgique. Et la Belgique qui fabrique des pierres, des briques assez étonnantes. Donc celle-là. Donc on travaille sur... Qu'est-ce que c'est? Oups. Ah, il veut plus... Oups là, pardon. Donc, vous l'avez connu brun, le voici beige. Donc au début, ça nous a fait un choc hein, quand même. Mais après, on s'est dit, bon, fortune, bon cœur, mauvaise fortune, bon cœur, il faut qu'on s'en sorte. Et donc on a retravaillé avec Nathalie ce pourcentage de briques et de différence de teinte au sein même de la brique, pour ne pas perdre de vue nos pilastres, parce que ça c'était important, et on a travaillé sur des densités de beige différentes à chaque niveau. Vous imaginez bien que le promoteur me déteste maintenant. Il aurait voulu avoir un truc uniforme, facile à faire, et on n'en parle plus, mais non, on va essayer de tenir le projet jusqu'au bout. Donc voilà, elle est passée en beige, finalement on se dit que c'est pas pire, ça marche aussi. Donc on a changé la couleur des menuiseries, on a adapté chaque détail pour essayer de se marier avec cette couleur qui était juste totalement improbable, parce qu'une fois que vous avez dans le bâtiment, votre bâtiment, vous le voyez d'une certaine manière, ça devient compliqué à un moment donné vous le voyez, vous avez l'impression de faire un autre projet, depuis que c'est plus le même. Et donc le travail il est un petit peu plus compliqué à faire dans sa tête. Donc ça donne quelque chose comme ça. On verra. Donc voilà, et on a continué aussi à le travailler de l'intérieur. Voilà, on a changé les tonalités intérieures parce que ce que vous faites dehors, ça doit être cohérent avec ce que vous faites dedans. Sinon, ça n'a pas de sens. On va pas mettre du rose et du violet là-dedans. Il faut que ce soit, à mon sens, après les gens ils feront ce qu'ils voudront, mais il faut que ce soit cohérent dedans, dehors. Voilà. Donc on a aussi retravaillé l'ensemble des parcelles intérieures, puisque comme vous le voyez ici, la brique, elle rentre dans le bâtiment. Donc nous, on voulait les faire rentrer dans les murs, on voulait que les murs intérieurs soient en brique. Bon, on n'a pas encore réussi, mais bientôt, j'espère. On pourrait essayer de le faire. Et à l'intérieur, ça donne des logements comme ça. Donc chacun, comme je vous disais, soit vous avez une double orientation, soit un logement traversant. Donc là, on serait sur un traversant de l'autre côté, et là, sur une double orientation. Voilà, ça c'était pour Brazza. Et c'est pas fini. Parce que maintenant, c'est l'entreprise générale qui rentre en jeu, et là, ça va être autre chose. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire finalement, c'est que le seul conseil que je peux vous donner, c'est n'ayez jamais de certitude, voilà, et ayez que des envies. Parce que sinon, il y a des tas de gens qui sont là pour vous décourager et vous dire ah, c'est pas bien, fais autre chose, c'est trop cher, c'est machin, c'est truc. Voilà, bon, écoutez, il y a un événement qui arrive, continuez à jouer, quoi, amusez-vous. Quoi. Sinon, c'est triste. Voilà. Et pour... Est-ce que vous avez des questions, pas des questions? C'est clair, limpide. Je crois qu'il est devenu aussi blanc que moi. Mais oui, parce que c'est... En fait, tout est cohérent. Voilà, c'est lui, il a dû passer presque 4 ans à faire son plan d'urbanisme, à définir des chartes graphiques, des chartes de matériaux, tout un tas de documents pour que l'ensemble soit cohérent. Et là, ben, patatras, un peu comme nous, on lui dit non, c'est pas comme ça. Donc toutes les essences de végétaux, etc., c'est plus un ensemble cohérent. Donc il n'était pas très content. Donc il est reparti au Liban quelque temps, il est revenu, et puis après ça allait mieux. Voilà, au fur et à mesure des projets qu'on lui montrait, ouais, ça l'a un peu rassuré, quoi. Ouais, mais c'est comme ça.
La matière, vous la travaillez ici à l'école ou c'est un domaine de quoi sont constitués les projets ou c'est non. À partir de quelle année on vous propose de travailler la matière? Ça dépend des fois. D'accord. Bon. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai étudié avec Siriani et Edith Girard, donc j'ai appris le béton, le béton, le béton, le béton, les néo-modernes. Je ne savais faire que ça. Je sors de l'école, je vais chez Barthélemy Grino, qui me donne mon premier chantier, c'est de la charpente métallique. Alors, autant vous dire que j'étais sûr, moi, je sais pas faire. J'ai jamais fait de chantier, la charpente métallique, j'y connais rien. Il m'a dit, tu sais faire du vélo? Je dis, oui. Et ben, c'est pareil. Ben, voilà. Et finalement, il avait raison, parce que c'est pas tellement, vous vous habituez, la matière, c'est ce qui vous sert à faire le squelette, c'est ce qui à la fois emballe votre projet, ou c'est vous qui êtes le maître de la matière. Donc, suivant la matière que vous choisirez pour vos projets, un même mur ne sera complètement différent, vous aurez une appréhension différente. Donc, pour moi, la matière, elle constitue presque le départ du projet, quoi. C'est, qu'est-ce que m'inspire le lieu, voilà, est-ce que ça paraît adapté, pas adapté, les couleurs, donc une fois que vous avez la grille de la couleur, vous savez aussi quel matériau vous pouvez utiliser, pas utiliser. Voilà, si vous êtes dans un environnement où tout est vert, vous n'avez pas beaucoup de matière à disposition, matière minérale, je veux dire, vous allez forcément partir sur du bardage métallique ou des choses comme ça. Parce que des pierres vertes, il y en a quelques-unes. Hein. Il y en a quelques-unes. Mais un peu cher, il y a les marbres aussi. Il y a des briques aussi qu'on fait un peu vertes, c'est étonnant. Donc voilà, je pense que la matière, c'est à un moment donné dans votre apprentissage de comment on manipule l'espace, ça doit forcément être une curiosité et une chose que vous devez cultiver, puisque ce sera très important. Vous voulez voir un autre truc sympa? Allez, je vous montre un petit truc sympa. Un truc qu'on vient de rendre, qui est l'hôtel Splendide de Dax. Ça, c'est spécial pour Martin. Spécial dédicace pour Martin. Donc l'hôtel Splendide, il y en a qui connaissent? Non, pas vraiment. Alors, c'est un bâtiment de 1929 qui est typiquement art déco. Donc la réhabilitation, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi, probablement à cause de la matière également. Donc c'est un hôtel de 149 chambres avec une partie des façades et des espaces du bas qui sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques. Donc ça fait aussi partie des choses que vous allez probablement rencontrer dans votre carrière, qui sont les ABF, architectes des bâtiments de France. Et là, c'est la fête. Donc pour trouver un terrain d'entente avec eux, c'est parfois compliqué, voilà, parce que vous intervenez dans un bâtiment, notamment celui-là, nous on savait qu'il datait de 1929, mais on avait aussi envie de le projeter un peu dans le 21e siècle, voilà, et lui il avait envie surtout de le laisser en 1929. Donc on a failli trouver je dis failli parce que pas pour tout, on a trouvé un compromis sur des... Oui, c'est reparti. On a trouvé des compromis sur certains endroits. Donc là, je vous ai fait un exercice très rapide avant-après. Simplement pour vous indiquer aussi, mais vous le savez sûrement déjà dans votre cursus, que toutes nos interventions ne sont pas sans conséquences. C'est-à-dire les bonnes comme les mauvaises. C'est-à-dire quand vous prenez un lieu ou un bâtiment ou quoi que ce soit, ayez toujours en tête que après vous, ce sera différent. Donc vous avez un rôle soit dans la ville, soit dans la vie des gens, qui est presque fondamental. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire des erreurs, mais une fois qu'on sait ça, on fait un peu gaffe à ce qu'on fait, et ça peut être pour le bien des choses ou pour leur mal, on verra bien. L'histoire le dira, comme dirait le président. Et puis... Donc voilà, donc ici on était sur un bâtiment gigantesque, hein, ça fait 15 000 mètres carrés quand même, ce petit bâtiment, sur 4 étages. Donc là vous avez le jardin avant, qui était juste une catastrophe, à part pour faire pipi les chiens, personne n'y allait. Et nous, on a, à la photo du bas, retravaillé, on a retrouvé dans les archives historiques un dessin de Granet, voilà, qui nous a redonné la géométrie du jardin d'origine.
Et après, avec l'agence Exit Paysage, je voulais juste le dire parce qu'on est dans une école de paysage, pas vraiment, apparemment. Mais bon, la couleur, comme je vous l'ai dit, mais aussi le paysage, c'est fondamental dans vos projets. Ne le négligez pas parce que j'allais dire, c'est l'avant-scène de votre projet. Donc si vous ratez la marche, en général, vous prenez le mur. Donc le paysage, c'est la première marche, quoi. Donc faites toujours attention, essayez de vous entourer de gens compétents. Moi, je n'ai aucune compétence en paysage, mais voilà, l'architecte, il doit aussi savoir s'entourer de compétences quand il ne les a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'idées, mais il ne sait pas forcément comment les réaliser. Et ces gens-là ont des capacités et des visions qui peuvent souvent aider votre projet. Donc voilà. Donc ça, c'était l'intérieur. Je vais vous passer rapidement. Hein, et je vous libère pour le soleil. Donc ça, c'est les espaces inscrits au monument historique dans l'état dans lequel on les a trouvés. Est-ce qu'on en a fait? Voilà, on s'est occupé du mobilier. Ça, c'était les mobiliers d'origine qu'on a restauré, rénové. On a refait toute la colorimétrie. Alors, d'après des photos noir et blanc, c'est le problème du 1929, c'est qu'on n'a pas de photos en couleur. Donc, c'est de la spéculation avec l'architecte des bâtiments de France. Et voilà. Tout ce qu'on savait, c'est que ce bâtiment-là, il était volontairement exotique parce qu'on a trouvé des tas de gravures, etc. C'est des gens qui revenaient de voyage. Vous voyez les petits médaillons qu'on a là. Il y a tout plein de villes, Venise, New York. C'était l'époque qui voulait ça. Donc à gauche, c'est comment on l'a trouvé. À droite, c'est un peu ce qu'on en a fait. Donc je ne sais pas ce qui s'était passé à gauche. Les années 70 sont passées par là, je ne sais pas. Mais les colonnes en miroir, c'était quand même fou. Et c'était juste hallucinant. On s'est dit, mais quel massacre, quel massacre. Et pourtant, c'était sous le règne d'un architecte des bâtiments de France aussi. Comme quoi, ils n'ont pas la science infuse. Voilà, ils vont essayer de vous dire le contraire, mais ils ne l'ont pas, parce qu'ils ont autorisé des choses comme ça. Donc nous, c'est pas forcément mieux. Dans 10 ans, probablement, on dira, mais qu'est-ce qu'elle est con, celle-là. Qu'est-ce qui lui a pris de faire ça? Chaque fois que vous faites un projet, vous le terminez, vous êtes déjà has-been, il faut le savoir. Alors, à chaque fois, on passe une autre étape. C'est comme la mode, c'est comme tout. Donc là, le travail qui a été fait, en fait, c'est on a gratté les peintures pour essayer de retrouver la couche d'origine. Donc les couleurs que vous avez là sont probablement les couleurs d'origine, puisqu'on les a retrouvées. On n'a pas forcément pu les refaire de la même manière, puisqu'on a pu les pigments, on a pu les techniques, on a pu tout ça, mais ça se rapproche de l'original. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est ces médaillons-là. C'était terrible quand vous voyez. Là, c'était un peu comme je suis au-dessus du buffet de chez ma grand-mère. Espèce de truc, des poissons, avec des corbeilles à fruits, des choses comme ça. C'était beau. Donc l'ensemble rose saumon, souligné de bleu. C'était super. Super. Donc en fait, on n'a pas du tout fait ça. Donc on a essayé de fondre ces jolis poissons, mollusques et crustacés dans son environnement. Donc en espèce de dégradé ton sur ton, parce que sinon on n'allait pas s'en sortir, quoi. Ça devait être... C'était un peu infernal, quoi. Mais bon, ça, on a bataillé, on a dû faire 15 essais avec l'architecte des bâtiments de France. 15 essais. Sur la nuance près de la patine. C'est très important. Donc là, pareil. Donc là, c'est l'espace qu'on appelle le fumoir, auquel, malheureusement, on ne fumera plus jamais, ce qui est bien dommage. Parce que ça fait partie du lieu. Et donc, du coup, cet endroit-là, qui était un espèce de lounge, voilà, ça devient une salle de petit-déj. Super. Bon, c'est les 21e siècle, c'est comme ça. Bon, peu importe. Ce qui était intéressant, c'était de retrouver, là, on a fait toujours la matière, hein. Un travail aussi sur les tissus. Donc c'est pour ça que ça m'a fait marrer la moquette au plafond. La matière tissu, elle est importante aussi. Souvent, on la néglige dans les études et dans la modernité a négligé cette partie-là du travail, les rideaux, les moquettes, les choses comme ça. C'est un espace que je pense qu'on peut réinvestir. Parce que je sais pas si on va revenir celle-là. Vous voyez la moquette qui est par terre. En fait, c'est le motif d'origine qu'on a trouvé sur la photo. Sur une photo, on avait une photo noir et blanc. Et en fait, avec le fabricant de moquettes, on a reconstitué le motif d'origine qui était en perspective. On a fait une estimation redressée et on l'a retapissé. Voilà, donc c'est important. C'est pas des choses qu'on trouve dans le commerce. C'est-à-dire, on peut jouer aussi avec la matière et les fabricants. Ça, il faut pas vous interdire de le faire, hein, détourner les matériaux. Donc ça, c'était en bas avant, en haut après. Donc pareil, j'ai l'impression d'être chez ma grand-mère. Vous avez jamais eu des lits comme ça chez votre grand-mère? Super. Donc voilà. Et peut-être le plus impressionnant, c'est ça. Le grand bassin.
Donc à droite, c'est pendant le chantier, on a démoli tout, 2 niveaux, 3 niveaux dessus, sachant qu'au-dessus, là, le plafond que vous voyez, il y a 4 niveaux de chambre. Donc là, on n'a pas respiré pendant presque 1 mois et demi, jusqu'à ce qu'on finisse de couler les poteaux et faire les confortements, parce que pour avoir l'espace de gauche que vous voyez après, qui est le bassin final aujourd'hui, voilà, on a eu un peu des sueurs froides. Donc, voilà, donc la réhabilitation, c'est aussi un sujet vaste qui peut être intéressant à prospecter. Voilà.